Salut! Notre affaire d'aujourd'hui est une affaire glaçante, impensable et qui fait froid au dos. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Michelle Bailón Fernandez commence maintenant. Michelle Bailón Fernandez est née le 24 avril 2004 à Manta, une ville équatorienne. Michelle, malheureusement, comme beaucoup d'autres enfants, n'a pas eu la chance d'avoir une mère aimante. Sa mère, Virginia Bailón, a toujours été une femme instable. Depuis toute jeune, elle avait une mauvaise réputation drogue alcoolique. Elle ne faisait clairement pas partie de personnes dites recommandables en société. Depuis son jeune âge, Virginia avait toujours tiré des soucis à sa mère car elle était agitée, agressive. Elle se disputait, se battait souvent avec les autres enfants de son école. À la maison, elle pouvait aussi se montrer très violente et irrespectueuse envers sa mère et ses frères et sœurs. En grandissant, en pleine adolescence, les choses ne s'amélioraient pas. Bien au contraire, très rapidement, elle a eu de mauvaises fréquentations. Elle commençait à fumer, à consommer de l'alcool en grande quantité. Mais comme vous avez pu le deviner, Carmen et ses enfants ne vivaient pas dans le luxe. Et l'adolescente, pour pouvoir se payer sa drogue et son alcool, elle vendait son corps. Virginia a eu 8 enfants de plusieurs pères différents dont elle ne s'est jamais vraiment occupée. Elle abandonnait ses enfants à la première occasion venue. Elle les laissait chez de diverses personnes, amis, membres de la famille, dont Carmen, sa mère. Selon l'une de ses filles, elle aurait même dû vendre 2 petits garçons pour pouvoir se payer sa drogue. Michelle, elle était la plus jeune de la fratrie. Dès sa naissance, à ses 4 ans, elle a vécu avec sa mère et l'une de ses grandes sœurs, Gabriela, pendant qu'elle se prostituait. Ça lui arrivait souvent de les laisser seules dans une chambre d'hôtel durant parfois 3 jours d'affilée sans revenir, sans se préoccuper de savoir si elles allaient bien. C'est Gabriela, sa grande sœur, qui s'occupait de Michelle, si bien que pendant longtemps, Michelle l'appelait maman. À ses 5 ans, heureusement pour elle, Michelle fut récupérée par sa grand-mère Carmen, la mère de Virginia. Sa grand-mère était très amante et d'ailleurs Michelle et elle étaient très proches toutes les deux. Mais pas seulement, Michelle pouvait aussi compter sur le soutien et l'amour de ses grandes sœurs qui étaient toutes devenues indépendante très tôt. Aussi, malgré le fait que sa mère soit défaillante, Michelle eut tout de même la chance de grandir entourée de figures maternelles et aimantes. Et tout se passait pour le mieux pour Michelle qui vivait chez sa grand-mère Carmen jusqu'au jour où Virginia, qui a pour habitude de récupérer ses enfants, lorsqu'ils grandissaient, décida de récupérer Michelle auprès d'elle. Après avoir grandi avec sa grand-mère depuis peu et depuis quelques mois, Michelle vivait de nouveau avec sa mère. En 2020, Michelle était une jeune fille de 16 ans, joyeuse et très appréciée par son entourage. Elle adorait par-dessus tous les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle passait son temps libre à télécharger des photos et des vidéos, notamment sur TikTok. Elle y postait de petites vidéos humoristiques, ce qui correspondait bien à sa personnalité joyeuse et à ce qu'elle dégageait. Michelle était heureuse dans sa vie. Elle rêvait de devenir médecin, elle avait même un petit ami depuis quelque temps avec qui ça se passait plutôt bien. Elle aimait se montrer à ses côtés sur les réseaux. Michelle était une jeune fille de 16 ans comme les autres qui était amoureuse et qui avait des rêves pleins à la tête. Le seul point noir dans la vie de Michelle était sa relation avec sa mère. En effet, sa mère Virginia, comme elle avait été avec toutes ses filles, était jalouse de Michelle. Elle l'apercevait comme une menace, notamment auprès des hommes. Elle avoua d'ailleurs à plusieurs reprises être jalouse de sa fille. La situation devenait de plus en plus difficile pour Michelle car la dépendance de sa mère à l'alcool et à la drogue exacerbait la jalousie qu'elle entretenait à son égard, ce qui l'a poussée à être extrêmement méchante avec sa propre fille. De plus, elle pouvait se montrer à la fois violente physiquement et moralement avec sa fille. Dans la famille, l'entourage, tout le monde connaissait le caractère instable et les dépendances de Virginia
Et d'ailleurs, son casier judiciaire n'était absolument pas vierge. Elle s'était fait arrêter à plusieurs reprises pour détention de faux billets, violence ou encore à cause d'une affaire de braquage. Heureusement pour elle, dans cette histoire de braquage, elle était encore mineure au moment des faits. Virginia n'était pas seulement odieuse et violente avec ses enfants, elle avait aussi un jour agressé de façon assez violente sa pauvre mère, Carmen. Tant et si bien, cette dernière avait été obligée de porter plainte contre sa fille. Virginia avait été arrêtée et c'est grâce à l'aide de certaines de ses filles qu'elle avait pu obtenir sa libération. Virginia n'était ni une personne responsable ni une bonne mère. En ce mois de novembre 2020, la situation devenait de plus en plus difficile pour la jeune Michelle. Lorsque sa mère la soupçonnait de parler avec un homme, elle attaquait systématiquement, peu importe qui était l'homme et pourquoi elle lui parlait. Lorsque la situation dégénérait, elle pouvait l'attraper par les cheveux, la gifler en l'insultant. Michelle en avait assez. Elle n'avait pas de lien particulier avec sa mère, elle ne l'avait pas élevée et maintenant qu'elle était de retour dans sa vie, elle la maltraiterait par jalousie. Ses grandes sœurs la soutenaient, la réconfortaient comme elles le pouvaient. Elles étaient déjà passées par là et elles lui conseillaient de prendre son mal en patience, de passer son diplôme de fin de lycée pour ensuite partir de la maison afin de pouvoir poursuivre ses études à l'université. Elle n'attendait que ça. Le 21 novembre 2020, elle se confiait d'ailleurs à l'une de ses grandes sœurs pour lui dire qu'elle ne supportait plus les abus de sa mère. Elle était à bout. Elle se sentait impuissante, sa mère l'avait plusieurs fois chassée de la maison. Elle surveillait ses téléphones, ses relations et elle refusait tout simplement qu'elle parle à des garçons. Malheureusement, Michelle avait un petit ami depuis peu et ne se gênait pas pour afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. Sa mère, quant à elle, la traitait de garce et l'empêchait de le voir. Ce jour-là, elle demandait de l'aide à sa grande sœur, elle n'en pouvait plus, elle ne pouvait plus rester avec sa mère. Michelle était à bout. Il fallait qu'elle s'en aille. Une de ses sœurs qui connaissait aussi parfaitement sa mère, qui avait elle-même vécu une situation similaire, lui promit de l'héberger. Elle lui demanda juste un peu de temps pour pouvoir organiser tout cela. Michelle était ravie, elle n'attendait que ça pour partir, mais le destin en décida autrement. Le 22 novembre 2020, le lendemain, Virginia a appris que l'une de ses amies allait partir s'installer en République dominicaine. Pour elle, c'était l'occasion de faire une fête bien arrosée. Aussi, elle invita son amie à venir fêter son départ à la maison. Ce soir-là, il y avait l'un de ses frères, les deux femmes et Michelle qui passait sa soirée comme à son habitude dans son coin sur son téléphone portable. La soirée chez Virginia se déroulait normalement, il ne semblait pas y avoir de soucis particuliers, du moins pas encore. Aux alentours de 23 heures, la police reçut un coup de téléphone de la part de l'oncle de Michelle, leur annonçant paniqué qu'il y avait eu une dispute et que Virginia avait poignardé sa fille. Quelques instants plus tard, la police reçut un second appel de l'ami de Virginia, leur raconta sensiblement la même chose. Les policiers se dépêchèrent de se rendre au domicile de Virginia. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils trouvèrent la porte fermée à clé avec un cadenas. Ils furent obligés de forcer la porte pour pénétrer dans la petite maison en bambou de Virginia. À l'intérieur, ils découvriront avec horreur le corps sans vie de la pauvre Michelle. Entre-temps, Virginia avait cassé dans la précipitation le mur proposé de la maison qui était fait en bambou et avait pris la fuite. La nouvelle commença à se répandre dès les premières heures de la journée. La grand-mère et les sœurs de Michelle ne pouvaient pas le croire. Elle se rendit alors sur place. Elle voulait entrer dans la maison pour vérifier de leurs propres yeux, mais les policiers ne les laissaient pas entrer. Ils leur demandaient dans un premier temps de patienter devant la maison et viendraient leur donner des informations dès que possible. La famille, totalement sous le choc, n'arrivait pas à croire.
Elles avaient toujours espoir, peut-être qu'il y ait eu une confusion. Elles se posaient des questions si la jeune fille retrouvée morte était bel et bien Michel. Malheureusement, quelques minutes plus tard, l'officier vient à leur rencontre afin de leur dire que Michel avait bel et bien été assassiné et que la principale suspecte n'était nulle autre que sa mère qui était en fuite. Ce fut un énorme coup de dur pour la famille, d'autant plus que ses sœurs, bien que connaissaient l'instabilité et la personnalité de Virginia, n'arrivaient pas à croire que leur mère puisse être capable de faire une telle chose, d'assassiner l'un de ses enfants. Le corps de Michel fut rapidement amené pour l'autopsie. Elle avait reçu 3 coups de couteau faits avec 2 couteaux différents. Elle avait été touchée au cou et au cœur. Il n'y avait sur son corps aucun autre signe de violence. Comme je vous l'ai dit, à l'arrivée de la police, Virginia était en fuite. Elle était allée se réfugier chez son amant à quelques kilomètres de chez elle. C'est d'ailleurs lui qui contactera les autorités pour leur dire qu'elle est chez lui. Et c'est d'ailleurs chez lui qu'elle fut arrêtée. Il a par ailleurs révélé à la police qu'elle lui a confié avoir tué sa fille. Elle fut donc accusée du meurtre de sa fille. Lors de son arrestation, elle décida de garder le silence et ne dira aucune déclaration. Parallèlement, les policiers révélèrent des traces de sang sur ses vêtements et ceux-ci furent amenés afin d'être examinés. C'était bien le sang de la pauvre Michel. Malgré son silence, les policiers purent tout de même en savoir un peu plus sur cette tragique soirée et faire une reconstitution des faits grâce au témoignage de l'oncle de Michel qui, choqué par la mort de sa nièce, accepta de collaborer avec eux. Il dira que ce soir-là, ils étaient 4 à la maison de Virginia. Son ami, les 2 femmes buvaient beaucoup d'alcool. Lui, il dira avoir bu, mais de façon plus raisonnable. Il était venu au départ pour passer la soirée avec sa sœur et sa nièce et s'était retrouvé en brigade dans cette sortie de soirée. Pendant que les adultes buvaient, Michel était dans son coin sur son téléphone portable. Tout au long de la soirée, l'alcool coulait à flot. Virginia a sûrement, emportée par l'ivresse, se rendit compte soudainement qu'elle n'avait plus son téléphone portable. Elle devient soudainement très agressive envers sa fille et son frère. Elle accusait Michel de lui avoir volé son téléphone. La tension monta très rapidement. Michel tenta de se défendre en lui disant qu'elle n'avait volé aucun téléphone et qu'elle ne savait pas où se trouvait le téléphone. Mais Virginia ne se calmait pas. Elle devenait de plus en plus hors de contrôle. Sachez que personne ne savait ce qui s'est passé avec cette histoire de téléphone. Mais Virginia était persuadée que c'est sa fille qui était en possession de son téléphone. Alcoolisée et perdant la raison, elle attrapa un couteau dans la cuisine. Furieuse, frappa sa fille devant ses invités. Une première fois, en plein cœur, complètement affolé, son ami s'enfuit immédiatement de la maison. Son frère, quant à lui, attrapa Virginia afin de tenter de la maîtriser pour sauver la vie de sa nièce qui s'était effondrée. Une violente lutte s'engagea. Alors la sœur et le frère s'en sortiront de la maison. Pendant ce temps, Michel, touchée en plein cœur, était dans un état critique. Elle était incapable de s'enfuir. Elle ne pouvait plus bouger. Virginia, qui était toujours à l'extérieur, en train de lutter contre son frère, réussit à le pousser. Elle se précipita alors dans la maison et s'enferma à l'intérieur en verrouillant la serrure. Elle attrapa alors un nouveau couteau se dirigeant vers sa fille, grièvement blessée et incapable de se défendre ou de fuir, et la poignardait 2 fois de plus dans le cou. Cette soirée de fête qui semblait se dérouler normalement venait en quelques instants de sombrer littéralement dans les ténèbres. Virginia vivait dans une maison avec les murs en bambou et alors que son frère tombait à la porte, elle cassa le mur à l'arrière de la maison et s'enfuit. Et comme je vous l'ai dit, elle fut ensuite arrêtée chez son amant. Elle lui avait tout avoué en arrivant. L'enterrement de Michel rassemblait de nombreuses personnes, familles, voisins, tous espéraient qu'une seule chose, que sa mère Virginia soit sévèrement punie.
La grand-mère de Michel, la mère de Virginia, Carmen, s'exprima alors dans les médias. Elle voulait que justice soit faite pour sa petite fille. Elle dira ainsi que ce jour-là, elle n'avait pas seulement perdu une petite fille, elle avait aussi définitivement perdu une fille. Elle ne comprenait pas ce que sa fille avait fait. Elle déclara que jamais elle ne rendra visite à sa fille en prison. Elle souhaitait qu'elle prenne la peine maximale. Petit à petit, les médias s'intéressaient à cette affaire, mais pas que. On en parlait également beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon nombre de gens étaient choqués, scandalisés par cette histoire inimaginable. Quelques mois après la mort de la pauvre Michelle en mai 2021, le procès s'ouvrit. Les avocats de Virginia, qui avaient alors 42 ans, tentaient de la faire passer pour une irresponsable au moment des faits. Ainsi, ils faisaient en sorte de lui faire éviter la prison en la faisant interner dans un hôpital psychiatrique. Selon eux, elle avait une rage intérieure inexplicable. Elle avait besoin de soins psychiatriques car elle ne pouvait pas contrôler ses pulsions. Lors de l'attaque contre sa fille, Michelle n'était pas, selon la défense, en pleine capacité de ses moyens, d'autant plus qu'elle avait bu beaucoup d'alcool. Virginia maintenait, elle, de son côté, qu'elle ne se souvenait de rien. Ses souvenirs remontaient d'après elle en fin d'après-midi de cette tragique journée et affirmait avoir eu un trou noir et ce jusqu'au lendemain. Ses avocats s'en servent de ces arguments afin qu'elle soit jugée irresponsable des faits que lui a été reprochés. Le juge rejetant immédiatement cette demande de la défense, il déclara qu'elle était selon lui responsable et qu'il la jugeait apte à être jugée. Durant l'audience au procès, ce fut le témoignage de l'oncle de Michelle et l'ami présente ce soir-là qui furent présentés comme preuve principale. À cela s'ajoutaient les résultats des tests ADN du sang retrouvés sur les vêtements de Virginia qui confirmaient qu'il s'agissait bien du sang de sa fille. Maria témoigna contre sa mère en racontant ses sauts d'humeur et sa violence envers Michel, mais aussi tous ses autres enfants. Virginia est reconnue coupable de l'assassinat de sa fille. Elle aurait dû être condamnée à 25 ans de prison avec la circonstance aggravante que la victime était sa fille et qui de plus était mineure. Elle a reçu une peine la plus lourde. Elle fut condamnée à 34 ans et demi de prison. Après cette condamnation, la famille de Michel se déclara satisfaite. La justice venait d'être rendue. Et vous, qu'en pensez-vous de cette triste affaire? Pour cela, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un monstre. Un homme qui a fait vivre un véritable enfer à ses enfants. Je ne vous en dis pas plus, donc je vous invite à vous installer confortablement car la triste histoire de Ruth commence maintenant. C'est au Venezuela en 1986 que naît Ruth. C'est là-bas qu'elle passe les premières années de sa vie avec sa mère et sa sœur de 3 ans, son aînée. Nous ne savons que très peu de choses sur cette période, mais leur mère était très pauvre. Elle peinait à subvenir aux besoins de ses 2 filles.
Les années passèrent et un jour, alors que Ruth avait 13 ans et sa sœur 16, pour une raison inconnue, leur mère les confia à leur père, David Lasso Zabala, qui vivait à l'autre côté de la frontière en Colombie. Malheureusement, à partir de ce moment-là, la vie des deux jeunes filles va se transformer en véritable cauchemar. Très rapidement, David va commencer à abuser de sa fille aînée. La situation devenait insupportable pour la jeune fille de 16 ans et elle tenta à plusieurs reprises de fuir, mais sans succès. Un jour, comme par hasard, elle va être retrouvée morte dans les circonstances plus que suspectes. Le Venezuela est considéré comme l'un des pays les plus dangereux du monde et que le taux d'impunité y est de 90%. La mort de la pauvre sœur de Ruth fait donc partie des 9 crimes sur 10 non élucidés du pays. Mais si personne ne fut incriminé pour le décès de la pauvre fille, Ruth savait que son père était le responsable de ce drame. Elle en était intimement persuadée. Pour elle, il n'avait pas supporté que sa fille aînée tente de lui échapper. C'est à partir de ce moment-là que Ruth se mit à craindre pour sa vie. Aussi, maintenant que sa grande sœur n'était plus là, c'est sur elle que son père se mit à exercer ses sombres abus. Durant cette période-là, elle fut alors contrainte pour protéger sa vie de subir toutes les perversions de son géniteur. Sans rétorquer, elle avait bien trop peur. Durant 20 longues années, elle garda le silence sur les horreurs qu'elle subissait au quotidien. Tout ce temps-là, elle vivait avec son père comme s'ils étaient un couple traditionnel. Ils ont même 2 enfants ensemble. À 17 ans, elle donna naissance à son premier enfant, un garçon, et 11 ans plus tard, elle et son père auront une petite fille. C'est durant cette période que la famille quitta la Colombie pour venir s'installer au Venezuela. Ils vivaient de façon extrêmement précaire et David espérait trouver là-bas de meilleures conditions de vie. Ils s'installèrent alors dans l'État frontalier. Malheureusement, cela ne changea rien à la situation de la famille. David était mototaxi et il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Il avait toujours refusé que Ruth fasse des études, travaillait aussi, toute la famille dépendait exclusivement de son argent. De cette façon, il gardait le contrôle sur sa fille. Elle était avec les enfants, s'en occupait et elle était totalement dépendante de lui. Les années passèrent, ainsi Ruth se commença à se faire une raison. Elle vivait en couple avec son père et ses enfants grandissaient. Elle avait à présent 34 ans et son fils aîné 17. La petite dernière avait 6 ans et c'est elle qui tirait souci à Ruth. Ses enfants qui étaient nés de la relation incestueuse de Ruth et son père ne savaient rien de la situation. Ils ne savaient pas qu'en réalité leur père était aussi leur grand-père. Durant toutes ces années, Ruth va vivre un véritable calvaire, subissant les mauvais traitements que son père lui infligeait devant les yeux de ses enfants. Il la battait, l'humiliait, l'insultait quasi quotidiennement. Ses 2 enfants avaient grandi dans cette ambiance pesante, oppressante. Ils vivaient tous les 3 dans la terreur, instaurée par leur père. Ruth avait conscience que ses enfants grandissaient et qu'elle ne pourrait pas continuer à cacher bien longtemps la terrible vérité. Son fils aîné était maintenant en âge de comprendre, mais elle avait peur de sa réaction. Elle avait peur qu'il la rejette. Au-delà de cela, ce qui l'inquiétait au plus haut point, c'était de voir sa fille grandir. Les années passaient vite et Ruth avait conscience que très rapidement, la petite fille allait devenir une adolescente et cela la terrifiait. Elle avait une panique qu'une fois adolescente, son père s'en prenne à la jeune fille comme il avait fait avec elle et sa sœur aînée dans le passé. Et ça, elle ne pouvait pas l'accepter. Elle avait vécu toute sa vie sous la terreur exercée par son père et ça, elle ne voulait pas pour sa fille. Mais Ruth, qui n'avait connu que cette vie avec son père, ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas comment stopper ce cycle monstrueux. Comment s'y prendre? Elle était totalement dépendante de son géniteur financièrement, mais il faut bien aussi garder l'esprit que depuis son adolescence, elle vivait quasiment recluse. Elle ne voyait personne, n'avait de contact avec personne. Elle ne sortait jamais seule, son père ne lui autorisait pas. Elle ne savait pas si elle devait le dénoncer aux autorités
Et surtout, si elle le faisait, elle s'inquiétait de savoir quelles seraient les conséquences pour ses enfants et pour elle. Mais son instinct de protection de maman fut plus grand que ses barrières psychologiques et ses peurs. Elle était décidée à le dénoncer pour pouvoir protéger sa fille. C'est ainsi qu'en avril 2020, terrifiée, elle poussa la porte des services de protection de l'enfance de l'État de Bolivar dans le but de trouver de l'aide. Elle voulait protéger sa fille, l'éloigner de la menace que représentait son père, son bourreau. Elle était terriblement effrayée, mais son instinct de protection était plus fort que toutes ses peurs, plus fort que l'emprise qu'il exerçait sur elle. Et pour la première fois depuis 20 ans, elle brisa le silence et raconta tous les abus que son père lui avait fait subir. Elle raconta au personnel de la protection de l'enfance tous les détails de l'enfer qu'elle avait subi, qu'elle avait vécu ces dernières années. Sous le choc de telles révélations, il lui proposa de rencontrer un psychologue pour elle, mais aussi pour ses enfants qui ne connaissaient toujours pas la vérité. Le processus était à présent enclenché et il fallait les préparer à cette horrible révélation. Le père était aussi le père de leur mère. D'un point de vue juridique, ce que pouvait faire Ruth, c'était de demander une ordonnance restrictive à l'encontre de David pour l'empêcher de s'approcher de leur fille. Elle savait que c'était la seule chose à faire, mais elle avait peur. Elle n'avait jamais vécu seule, elle n'avait aucun diplôme, aucune qualification particulière. Personne pour l'épauler ou la soutenir. Elle n'avait nulle part où y aller. Ruth n'avait pas non plus d'argent, elle pensait que seule, elle ne pourrait jamais assumer ses 2 enfants. Les services sociaux lui avaient dit que si elle demandait une ordonnance restrictive, elle serait dans l'obligation de déménager pour s'éloigner avec ses enfants. Mais c'était beaucoup pour elle, beaucoup trop. Toutes ces années de mauvais traitements physiques et psychologiques faisaient qu'elle avait une très faible estime d'elle-même. Elle ne se sentait pas capable d'assumer tous ces nouveaux bouleversements dans sa vie. Aussi, après réflexion, en informant les services de la protection de l'enfance qu'elle n'y arrivait pas, elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout de la procédure. Elle cessa alors de se rendre aux entretiens, que ce soit avec la psychologue, mais aussi avec les autres intervenants. Mais la situation de Ruth et les enfants les préoccupait beaucoup. Lorsqu'ils constataient qu'elle ne venait plus au rendez-vous et qu'elle ne donnait plus signe de vie, ils s'inquiétaient. Ils pensaient qu'il était peut-être arrivé quelque chose de grave. Ils décidaient donc alors de se rendre au domicile familial pour s'assurer que tout allait bien. Une fois sur place, ils trouvaient Ruth et ses enfants qui semblaient aller bien. David ne les avait pas fait de mal comme il le craignait. Mais Ruth était terrifiée. Ils annoncèrent à David qu'il n'était pas au courant de rien, qu'il y avait un signalement concernant sa fille de 6 ans. Selon ce dernier, la fillette serait dans une situation à risque devant la peur de Ruth qui refusait de demander une ordonnance restrictive. C'est le service de la protection de l'enfance qui déposait la demande dans son nom pour protéger la fillette. David tomba de haut et se sentait peut-être impuissant. Tout ce qu'il avait réussi à avoir par la terreur et la domination était en train de s'effondrer. Suite à cela, Ruth a dû quitter le domicile familial avec ses enfants. Elle est partie alors se réfugier chez sa mère et sa tante, qui vivaient ensemble avec plusieurs autres membres de la famille. Car oui, dans son entourage, tout le monde savait qu'elle vivait en couple avec son père, qu'ils avaient eu 2 enfants, mais tout le monde avait fermé les yeux, avait laissé faire. Bien que sa mère les a abandonnés, elle et sa sœur chez leur père, Ruth avait gardé un minimum de contact avec elle, qui n'avait jamais bougé pour sa fille qui avait toujours fermé les yeux. Se sentir obligée de l'accueillir avec ses petits-enfants, elle était sa seule ressource. Malheureusement, le problème, c'est que sa mère et sa tante vivaient dans une situation extrêmement précaire. Et l'arrivée de Ruth compliqua encore plus les choses. La maison était très petite et ils ne pouvaient pas assumer financièrement 3 personnes supplémentaires. Mais Ruth ne voulait pas être une charge pour qui que ce soit. Elle décida alors de contribuer financièrement aux dépenses et elle se forma au métier de couturière. Elle faisait donc ça, des petits travaux de couture qui lui permettaient de commencer à gagner son propre argent. Mais cela n'était pas suffisant pour nourrir ses enfants et contribuer aux dépenses du foyer.
La situation de Ruth et ses enfants était très difficile. Elle commençait à penser que lorsqu'elle vivait avec son père, les choses étaient tout de même plus simples. Elle se disait que peut-être elle devait retourner vivre avec lui. Il lui apportait tout de même une stabilité financière et avec lui, ses enfants mangeaient à leur faim. Mais lorsqu'elle avait ce genre de pensée, la menace qui lui pesait sur cette petite fille lui faisait revenir à la raison. Elle vivait également dans l'angoisse permanente que David veuille se venger et la tue comme il avait fait des années auparavant avec sa sœur. Il fut prouvé que pendant cette période, Ruth, qui était encore tout de même sous l'influence de son père, avait plusieurs fois enfreint l'ordonnance restrictive en amenant ses enfants le voir. Pendant ce temps-là, David, lui, voulait qu'elle revienne avec les enfants. Il passait son temps à rôder aux alentours du domicile de Ruth et la harcelait tant et si bien qu'elle fut en train de demander de forcer David à éloigner de ses enfants. La nouvelle commença à se répandre dans toute la ville qu'en réalité, Ruth était la fille de l'homme avec lequel elle vivait en couple depuis des années. Les services de protection de l'enfance qui suivaient son cas lui ont conseillé de porter plainte au ministère des Femmes et à la police, mais elle refusa. Elle avait peur. Plusieurs fois, il accompagna la police, mais elle n'arrivait pas à sauter le pas. Elle voulait le chasser de sa vie, mais elle ne voulait pas l'envoyer en prison. De plus, elle pensait que s'il venait à apprendre qu'elle avait porté plainte contre lui, il entrera dans une rage folle. Et elle savait qu'il était capable du pire. Ainsi, durant 6 mois, elle et ses enfants furent accompagnés par les services de l'État. Ils souhaitaient qu'elle dénonce son père, mais ils avaient aussi conscience de l'emprise qu'il exerçait sur elle et de sa peur. Ils se montreraient patients car Ruth, avant tout, était aussi une victime. Elle avait subi de graves abus depuis de nombreuses années et elle était paralysée par la peur. Et les mois passant, elle cessa de demander de l'aide au service de protection de l'enfance. Elle prit ses distances et arrêta de se rendre aux réunions. Inquiet, il se rendit donc chez elle, comme il avait fait la première fois, pour s'assurer que ses enfants allaient bien. Mais cette fois-ci, à leur arrivée, elle leur expliqua qu'elle n'avait plus besoin de leur aide. Ils avaient bien conscience qu'elle prenait ses distances par peur, mais malheureusement, ils ne pouvaient rien faire de plus. Depuis qu'elle avait quitté la maison avec les enfants, David avait déménagé et était parti retourner s'installer de l'autre côté de la frontière en Colombie. Il avait été condamné par les services de l'État à verser à Ruth une pension alimentaire pour ses enfants. Aussi, chaque mois, elle empruntait un petit chemin de terre appelé Juan Frío qui permettait de passer de la Colombie au Venezuela afin d'aller récupérer la pension qu'il était contraint de lui donner. Seulement, c'était toujours la même histoire. Chaque fois qu'elle arrivait pour récupérer l'argent, il lui mettait la pression pour qu'elle revienne avec les enfants. Mais elle refusait. En cette fin de mois d'août 2021, à la maison dans laquelle elle vivait avec sa mère et sa tante avait des problèmes électriques. Cela l'empêchait parfois de travailler et donc de gagner de l'argent. Elle était donc dans une grande détresse financière. C'est alors que David lui proposa de venir en aide. Il lui proposa de venir récupérer de l'argent qu'il lui donnait généreusement afin de payer les réparations. Mais pour cela, il fallait qu'elle vienne récupérer l'argent chez lui. David avait un plan diabolique en tête. Ruth ne pouvait pas refuser cette proposition. Aussi, ce samedi 28 août 2021, elle a pris la route en direction du domicile de son père. Elle était très angoissée à l'idée de le voir et envoyait d'ailleurs par moins de 20 messages audio à sa tante, ce jour-là qui savait qu'elle était censée aller récupérer de l'argent pour réparer le système électrique de la maison. Mais comme elle le pressait, lorsqu'elle arriva chez lui, il la menaça et n'avait pas d'argent à lui donner. Tout cela était un piège pour l'inciter à venir et tenter une nouvelle fois de la convaincre de revenir vivre avec lui. Mais Ruth était formelle. Elle ne voulait pas revenir. Elle avait passé toutes ces épreuves pour protéger sa fille. Elle n'allait pas faire marche arrière et à présent revenir auprès de son bourreau avec le risque qu'il ne s'en prenne plus tard à sa fillette. Si elle ne revenait pas, c'est lui qui reviendrait vers elle. Il voulait venir vivre dans la maison qu'elle partageait avec sa mère, mais elle était catégorique. C'était hors de question. Très en colère face à ce nouveau refus, il répondit alors que s'il décidait de venir, elle ne pourrait pas l'empêcher. Il allait débarquer devant ses enfants et elle ne pourrait rien y faire.
Elle ne pourrait pas le faire sortir de force. La situation montait en tension lorsqu'elle comprit qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui donner le moindre argent et qu'elle était tombée dans un piège. Elle décida de repartir. Elle quitta donc la maison et avait hâte de rentrer chez sa tante et sa mère au plus vite. Elle était à pied et n'avait pas les moyens de se payer un taxi. Affolée, elle envoya plusieurs messages à sa tante et il fallait faire vite. David avait une moto et elle avait peur qu'il arrive là-bas avant elle et qu'il rentre de force dans la maison, comme il l'avait bien menacé. Elle demanda alors à sa tante d'envoyer son fils aîné et son cousin de 13 ans, qui avait un téléphone portable, la rejoindre sur le chemin, car la nuit était tombée et elle n'avait presque plus de batterie sur son téléphone. Elle était dans le noir et ce n'était pas très sûr. Elle répéta plusieurs fois à sa tante de s'enfermer dans la maison à double tour et surtout de ne laisser rentrer personne. Elle lui demanda à même d'éteindre les lumières pour éviter de se faire remarquer, comme elle avait demandé à son fils et son cousin de quitter immédiatement la maison pour la rejoindre. Alors qu'il marchait sur le chemin de terre, il lui envoya un message pour la prévenir qu'il n'était plus très loin. Il était plus très loin, mais il ne le voyait toujours pas. Elle répondit alors qu'elle n'avait presque plus de batterie et que son téléphone allait probablement s'éteindre. Et effectivement, c'est la dernière communication qu'elle aura avec sa famille. Mais ce n'était pas à cause d'un problème de batterie. David était en embuscade et prêt à frapper. Lorsque Ruth était partie, il avait pris sa moto et s'était dirigé plus en avant sur le chemin du retour de sa fille. Il savait que la nuit tombait et que le chemin n'était pas éclairé. Il se cacha en l'attendant patiemment de là où il était invisible. Mais il avait une visibilité parfaite sur le chemin. Lorsqu'elle arriva à son niveau, il se jeta sur elle et l'attaquant avec un couteau. Il commença à la frapper. Il la frappa plusieurs fois. Leur fils et son cousin, qui effectivement n'étaient plus très loin, l'entendit les cris désespérés de la pauvre et il se mit à courir le plus vite possible. Mais malheureusement, ils arrivèrent trop tard. Il la retrouvait allongée sur le chemin dans une mare de sang. David était encore là. Il fut d'ailleurs très surpris de les voir arriver et les deux jeunes gens étaient sous le choc. Ils criaient, lui jetaient des pierres, mais aucune ne le toucha pas. C'est alors que David disparut dans la forêt. Les cris des deux jeunes hommes furent entendus par des personnes se trouvant à proximité et ils appela la police. Quelques minutes plus tard, la police municipale était sur les lieux. Ils trouvaient les deux ados en état de choc. Malheureusement pour la pauvre Ruth, il était trop tard. Elle avait rendu son dernier souffle. La police enleva le corps et leur demanda de rentrer chez eux pour apprendre la terrible nouvelle aux membres de la famille et c'est ce qu'il fit. Après avoir ramassé ses affaires personnelles, la tragique nouvelle se répandit dans le quartier comme une traînée de poudre. La fille de Ruth, qui était trop petite pour se rendre compte de tout ce qui s'était passé, était aussi sous le choc de la disparition de sa maman. Elle avait seulement 7 ans. De nombreux voisins vinrent exprimer leur soutien à la famille lors de la veillée funèbre et de l'enterrement. Tous étaient au courant des abus que Ruth avait subis, mais personne, lorsqu'elle avait besoin plus, personne n'avait levé le petit doigt pour lui venir en aide. Personne ne s'était mouillé. Personne n'avait rompu cette terrible loi du silence qui avait permis à David d'abuser de sa fille durant 20 ans, en toute impunité et de la tuer lorsqu'elle avait tenté de se sauver de son emprise. Sa tante donna à la police les derniers enregistrements qu'elle lui avait donnés avant sa mort. De nombreuses voix suite à ce drame se levèrent pour dénoncer la dangerosité de ce chemin de terre mal éclairé, non surveillé. Je vous rappelle que le Venezuela est l'un des pays les plus dangereux du monde. Pour beaucoup, si le chemin avait été sécurisé, ils n'auraient pas osé la poignarder. 2 jours après le meurtre, un mandat d'arrêt international fut émis à l'encontre de David. Il resta en cavale durant 12 jours, puis se rendit de lui-même dans un commissariat colombien. L'homme de 56 ans avoua avoir tué sa femme et il ajouta que sa femme était aussi sa propre fille. Stupéfait par les déclarations, les agents de police vérifièrent son identité et à ce moment-là, il découvrit que le mandat d'arrêt international lancé contre lui et il fut immédiatement placé en garde à vue. Le lendemain, David fut présenté à un juge. Il plaida coupable de toutes les charges
retenues contre lui. Et de cette façon, il évita un procès. Le juge lui annonça alors que son dossier serait traité par un autre tribunal qui serait chargé de déterminer sa peine pour féminicide aggravé. Il fut immédiatement envoyé en prison où il est toujours dans l'attente de sa sentence. Ainsi, notre histoire se termine ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.